Et bienvenue dans mes comptes rendus de lecture. Chaque semaine, je vous fais un compte rendu d'un des livres qui se trouve dans ma bibliothèque. Et je vous en fais le bilan et je vous le recommande. Cette semaine, ça sera la chronique du règne de Charles VI, roi de France, écrite par Jean Juvénal des Ursins dans les éditions Agora. Donc encore les éditions Agora, pour une source qui est cette fois-ci entièrement médiévale et qui est tout à fait bien délimitée dans le temps, puisqu'elle ne parle que du règne de Charles VI. Et l'auteur en est Jean Juvénal des Ursins. Alors, Jean Juvénal des Ursins, qui c'est? Jean Juvénal des Ursins, c'est un ecclésiastique. Et c'est un ecclésiastique qui écrit sa chronique, non pas en ancien français, mais dans la langue des ecclésiastiques. La langue des ecclésiastiques d'Occident, c'est le latin. Et donc on a une traduction du latin médiéval vers le français moderne qui a été réalisée encore une fois par Joël Blanchard et par Sébastien Casalas. Jean Juvénal des Ursins, le genre qu'il pratique, c'est la chronique. C'est un genre littéraire très 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 ancien, la chronique. La chronique, c'est exposer les faits sans forcément les analyser, simplement les exposer. Le genre de la chronique est si ancien qu'il précède la naissance de la discipline histoire. Puisque on dit souvent que c'est Hérodote d'Halicarnasse, le père de l'histoire. Eh bien, Hérodote n'était pas un chroniqueur, puisqu'il analysait les faits historiques qu'il rassemblait. Par contre, l'un de ses prédécesseurs était lui un chroniqueur, Hécatée de Milet, qui écrivait déjà des chroniques au VIe siècle avant Jésus-Christ. Eh bien, Jean Juvénal des Ursins reprend ce genre très ancien qu'est la chronique et qui est reconnaissable par la, la très grande précision du découpage chronologique puisque toutes les années sont recensées. Il n'y a pas de parties. Les parties du livre, c'est les années que Jean Juvénal des Ursins traite. Donc c'est vraiment année par année comme un titre livre, comme des annales romaines. Ça va de 1380 à 1422, les dates du règne de Charles VI. Et on ne va ni et on ne parle ni du règne de Charles V, ni ensuite du règne de Charles VII. C'est vraiment bien cadré sur le règne de Charles VI. Et Jean Juvénal des Ursins, c'est un ecclésiastique. Et il est tout à fait dans son rôle quand il écrit l'histoire du roi, puisque la tradition médiévale veut que ce sont les hommes de lettres qui écrivent l'histoire. Et Jean Juvénal des Ursins suit la tradition qui veut que les hommes d'église sont chargés d'écrire l'histoire de leur temps. À la charge d'ecclésiastique était très souvent associée la charge d'historien du temps. C'est une tradition qui remonte à Grégoire de Tours. Grégoire de Tours, archevêque de Tours, il a écrit son histoire. Il a écrit l'histoire des Mérovingiens. Et après lui, d'autres ecclésiastiques ont encore écrit l'histoire des Mérovingiens. Et quand on regarde, les principales sources sont écrites par des religieux, par des évêques ou par des moines, comme les chroniques de Saint-Denis. Et bien voilà, Jean Juvénal des Ursins est tout à fait dans son rôle d'historien. D'historien, c'est un rôle qui cite très bien durant tout le Moyen-Âge aux prêtres et aux évêques et aux ecclésiastiques, au clergé, à ce milieu cultivé et instruit. Parce que la noblesse, elle n'était pas toujours cultivée et instruite. La noblesse, parfois, elle était un peu bourrue. La noblesse, parfois, elle ne savait pas totalement le latin. La noblesse, parfois, elle ne savait presque même pas écrire. Donc les hommes cultivés du temps, finalement, ce sont les ecclésiastiques. Et Jean Juvénal des Ursins,
il n'est pas issu de la noblesse. Il est issu d'une famille bourgeoise. D'une famille bourgeoise qui a connu une très grande ascension sociale. Famille bourgeoise originaire de Troyes, les Jouvenel des Ursins, et qui a connu son ascension par la carrière de la magistrature, par la carrière du droit. Vous savez qu'au Moyen Âge, les, euh, les voies d'ascension pour la bourgeoisie, il y en avait plusieurs. Il y avait le commerce, il y avait aussi la carrière ecclésiastique, et il y avait le droit. Et l'ascension de la famille des Jouvenel des Ursins a commencé par une carrière de droit qu'un de leurs ancêtres s'est forgé à Troyes. Il est devenu parlementaire. Et ensuite, son fils, le père de Jean Juvénal des Ursins, qui s'appelait comme lui, a été parlementaire à Paris et a ensuite été prévôt des marchands de Paris. Une charge tout à fait bourgeoise finalement, puisque c'était la charge qui faisait office de maire à l'époque. Le père de notre auteur était le prévôt des marchands de Paris jusqu'en 1412. Et il a vu ses fils avoir des carrières très prometteuses et aussi grandes que la sienne propre, puisque Jean Juvénal des Ursins, notre auteur, est devenu évêque. Il a assumé plusieurs évêchés, dont le plus prestigieux a été, et qu'il a gardé à la fin de sa vie, l'archevêché de Reims. Jean Juvénal des Ursins a terminé sa vie en tant qu'archevêque de Reims, et il a même eu l'honneur de sacrer un roi, en l'occurrence le roi Louis XI. Le petit frère de Jean Juvénal des Ursins a lui aussi connu une carrière ecclésiastique, et il a lui aussi été archevêque de Reims, puisque Jean Juvénal des Ursins a succédé à son propre frère dans la charge d'archevêque de Reims. Et c'était son petit frère. Mais son petit frère, comme lui, a assumé deux autres évêchés. Enfin, il a un autre frère qui est devenu chancelier de France, Guillaume Juvénal des Ursins, qui a été chancelier des rois Charles VII et du roi Louis XI. Donc on a une famille très prestigieuse et dont les membres sont tous aussi connus l'un que l'autre, dont les membres ont tous eu un succès incroyable finalement. Le père et ses 3 garçons, 2 évêques et un chancelier de France. Eh bien, Jean Juvénal des Ursins va parler de son enfance et parler du règne de Charles VI, qui va se jouer beaucoup à Paris finalement. Et Jean Juvénal des Ursins, il va passer son enfance auprès de son père, prévôt des marchands de Paris, à Paris. Et c'est pour ça que c'est un observateur privilégié de l'histoire de Paris au temps de Charles VI. Et vous savez que l'histoire de Paris au temps de Charles VI, elle a quand même été troublée par une guerre civile sanglante, la guerre entre les Armagnacs et les Bourguignons. Et les plus grandes péripéties de cette guerre civile entre Armagnac et Bourguignon se sont quand même déroulées à Paris, toujours. Paris, c'est le cœur des guerres civiles en France. Et ça a été le cœur de la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon. Reprise à la fois par les Bourguignons et par les Armagnacs. Alors voilà, Jean Juvénal des Ursins, fort de ce poste, et comme il était à côté de son père, il nous livre un témoignage qu'on peut penser crédible et qu'on peut penser tout à fait digne de foi. Alors il commence sa chronique en 1380, début d'année du règne de Charles VI, année de l'accession vers le trône de Charles VI, qui est mineur, donc il y a un conseil de régence. Et le conseil de régence, il est assumé d'abord par 3 hommes, 3 personnes qui sont les oncles de Charles VI, les fils de Jean le Bon et les frères de Charles V le Sage. On a Louis d'Anjou, qui est l'aîné, qui chapeaute ce conseil de régence d'abord, mais il ne le chapeaute pas longtemps puisqu'il va mourir très rapidement, puisque Louis d'Anjou
l'aîné juste après Charles V, est l'héritier de la couronne de Naples, de la couronne angevine de Naples, et il va mourir malheureusement durant une expédition en Italie pour retrouver sa couronne, pas pour retrouver sa couronne, mais pour prendre la couronne dont il est l'héritier désigné. Il y a ensuite Philippe le Hardi, Philippe de Bourgogne, celui qui va fonder cette dynastie bourguignonne. Et il y a enfin il y a le duc de Berry, qui est aussi très populaire. Eh bien, ces trois hommes d'abord vont se partager la régence jusqu'à ce que le roi soit majeur. Mais le roi va être très rapidement majeur puisque depuis le règne de Charles V, le roi est officiellement majeur à l'âge de 13 ans. Et quand le roi monte sur le trône, il a 12 ans déjà. Donc finalement, ce conseil de régence ne tient pas longtemps. Et on a le règne personnel du roi qui arrive très rapidement. Et ce règne personnel, il va être assisté par un conseil particulier, par un conseil qui a déjà fait ses preuves, déjà sous le règne de Charles V. Et ce conseil d'hommes fidèles et d'hommes de confiance, on les appelle, ce groupe d'hommes qui vont assister Charles VI dans les premières années de son règne, on les appelle les marmousets. Les marmousets, ce sont ces hommes qui ne sont ni les princes de la famille régnante, ni des nobles avec des intérêts trop forts, mais ce sont des hommes un peu, pas issus de la bourgeoisie, mais des hommes tout à fait inféodés au pouvoir royal et qui travaillent vraiment dans l'intérêt du seul roi, les marmousets. Et le premier de ces marmousets, c'est le connétable, c'est-à-dire le général en chef des armées du roi, c'est le connétable Olivier de Clisson, qui est vraiment la tête des marmousets. Donc les marmousets, c'est la première partie du règne dans les chroniques du règne de Charles VI. C'est la partie du règne où Charles VI n'est pas encore fou, où Charles VI est encore en possession de ses moyens. Et cette première partie va durer jusque vers 1392, vers les années 1390, où là le roi va donner les premiers signes de folie, justement cette crise de folie dans la forêt du Mans, où il va tuer l'un de ses compagnons. Et par la suite, sa vie va s'alterner entre périodes de folie et périodes de rémission. Comme si le roi était schizophrène finalement. Et il y a cette folie, cet épisode de folie dans la forêt du Mans. Et puis il y a aussi ce malheureux épisode du bal des Ardents où le roi s'était déguisé en homme, je sais pas, en homme arbre, et où il y a eu un malheureux incident qui a fait brûler les costumes du roi et de ses compagnons, et le roi a été sauvé de justesse par une dame de la cour, alors que ses compagnons sont morts, brûlés vifs. Quand le roi perd ses moyens, c'est ce que nous raconte Jean Juvénal des Ursins. Jean Juvénal des Ursins qui est un humaniste, puisqu'il s'appelle Jean Jouvenel des Ursins. Il a latinisé son nom pour transformer Jouvenel en Juvénal. Juvénal pour rappeler le grand satiriste latin du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, première partie, on est sur la période du début du règne de Charles VI avec les marmousets et Olivier de Clisson. Deuxième grande partie du livre. Là, je vous fais les parties parce que finalement, il n'y a pas de parties qui sont découpées comme ça dans le livre. Le livre se découpe vraiment année par année. Vraiment année par année. Deuxième partie, ça va être la folie du roi. Et c'est là que va se jouer et va commencer la guerre civile. Puisque comme le roi est fou, le conseil de régence revient. Et avec le conseil de régence arrivent les conflits. Donc finalement, il y a deux parties qui vont se disputer la régence, qui vont se disputer le commandement du royaume en raison de l'inaptitude du roi à régner. Ça va être le parti de Philippe de Bourgogne et celui de Louis d'Orléans. Louis d'Orléans, c'est le frère cadet du roi Charles VI. Et ça va plutôt être Louis d'Orléans qui va régner à la place de son frère. Mais il va le faire avec de très grandes tensions. Au niveau de
de rivalité qu'il nourrit avec son oncle, Philippe de Bourgogne, Philippe le Hardi. Et la guéguerre va se faire plus ou moins cordialement, hein, entre l'oncle et le neveu. Et l'oncle va laisser le neveu finalement gagner la première partie, puisque c'est Louis d'Orléans qui va avoir raison et qui va gouverner au nom de son frère. Mais tout va se corser quand Philippe va mourir. Et quand Philippe meurt, bien c'est plus l'oncle qui s'oppose au neveu, c'est le cousin qui s'oppose au cousin. C'est Jean sans peur. Jean sans peur de Bourgogne qui va succéder à son père et qui va reprendre les luttes politiques de son père contre son propre cousin Louis d'Orléans. Ce n'est pas encore la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons à ce moment-là. Ce sont les soubresauts, les soubresauts d'une guerre civile, mais ce n'est pas encore une guerre civile déclarée. La guerre civile, quand elle va vraiment être déclarée, c'est à l'issue de l'assassinat de Louis d'Orléans. Le malheureux assassinat de Louis d'Orléans en 1407 dans une des rues de Paris. Jean sans peur, qui voit bien qu'il n'a pas la main sur le conseil du roi, va faire assassiner son rival en 1407 dans une embuscade qu'il n'a pas lui-même organisée, mais qu'il a payée, qu'il a confiée à ses hommes de main. Une embuscade qui va tuer le frère du roi, Louis d'Orléans, qui se rendait d'une maison à l'autre dans les rues de Paris. On va d'abord lui couper la main et puis le mettre à mort d'une façon sanguinaire en tuant son escorte. Et Jean sans peur va ensuite, d'abord va faire croire qu'il est innocent de ce meurtre. Puis ensuite, il va justifier la mort de Louis d'Orléans. Il va justifier. Il va faire composer par un de ses amis un plaidoyer qui légitime le régicide. Enfin là, pourquoi le régicide ? Parce que c'est quand même le frère du roi. Et forcément, c'est là que la guerre civile va éclater, puisque à ce meurtre, les partisans de Louis d'Orléans appellent vengeance. Le meurtre de leur chef doit être vengé. Et celui qui reprend le flambeau après la mort de Louis d'Orléans, c'est le comte d'Armagnac. Et c'est pour cette raison que les partisans de Louis d'Orléans, qui est mort maintenant, on ne les appelle pas les Orléans, on les appelle les Armagnacs, puisque la guerre civile commence au meurtre de Louis d'Orléans. Donc ça sera la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon. Armagnac et Bourguignon pour avoir le contrôle sur le conseil du roi, pour avoir le contrôle sur les destinées de la France. Jean sans peur, d'ailleurs, pourquoi on l'appelle Jean sans peur ? On a l'explication dans le livre et Jean Juvénal des Ursins nous l'explique bien. C'est que Jean sans peur a participé à une croisade, à une des dernières croisades contre les infidèles. C'était une croisade pour aider le roi de Hongrie contre les avancées du Turc dans la péninsule balkanique, et qui s'est terminée de façon désastreuse à Nicopolis. À la bataille de Nicopolis en 1396, les croisés qui ont été envoyés pour aider le roi de Hongrie perdent, et il y a plein de prisonniers et plein de morts. Et Jean sans peur, Jean, qui ne s'est pas encore appelé sans peur, est fait prisonnier par le sultan ottoman Bajazet, le foudre de guerre. C'est à l'issue de cette croisade qu'il va être appelé sans peur, voilà, parce qu'il a participé à une guerre contre les Ottomans. Et son père, Philippe IV, Philippe de Bourgogne, va quand même dépenser la somme copieuse de 400 000 florins, 400 000 florins d'or, 400 000 florins d'or pour racheter son fils. La rançon de son fils s'est élevée à je ne sais pas si vous vous rendez compte, 400 000 florins d'or. La richesse de Philippe de Bourgogne. Donc pour revenir à cette guerre civile, donc c'est le deuxième temps entre Armagnac et Bourguignon, et va être tout à fait sanguinaire et elle va se jouer autour de Paris. Et c'est pour ça que Jean Juvénal des Ursins est quand même le mieux placé pour nous en parler, l'un des mieux placés pour nous en parler. Et finalement, oui, cette guerre va connaître son acmé.
cette guerre civile va connaître son acmé avec la reprise finale de Paris par les Bourguignons en 1418, qui va déclencher une boucherie monumentale dans les rues de Paris, un massacre des Armagnacs. Un massacre des Armagnacs qui va toucher le comte d'Armagnac lui-même, qui était à Paris à ce moment-là, puisque les Armagnacs tenaient Paris, le comte d'Armagnac était à Paris. Le comte d'Armagnac va être lynché par la foule, déchiqueté par la foule en plein Paris en 1418. Et le roi, le dauphin que le comte d'Armagnac soutenait, va être sauvé in extremis par un homme de guerre dont j'ai oublié le nom, qui va extirper le roi de la capitale en le prenant un peu comme aîné sauve son père Anchise de Troyes. Et bien là, ça va être je crois que c'est Gaucher de Châtillon, mais je sais plus quel est le nom de cet homme qui a sauvé le dauphin. Le jeune dauphin de 16 ans va être extirpé de cette ville de Paris à feu et à sang, et où les Bourguignons massacrent tout le monde, ou du moins tous les Armagnacs. Donc oui, si on reprend, on a trois grandes parties. On a le règne personnel de Charles VI avec les Marmousets. Ensuite, la guerre civile qui est déclenchée après le meurtre de Louis d'Orléans entre Armagnac et Bourguignon. Et ensuite, on a l'intervention des Anglais. L'intervention des Anglais avec le roi Henri V d'Angleterre qui déclare la guerre à la France et qui remporte une victoire retentissante à Azincourt. Puisque la fin du livre est consacrée à la guerre, à la relance de la guerre de Cent Ans entre Henri V et la France, et à ce fameux traité de Troyes. Il se termine là-dessus, le livre, les chroniques de Jean Juvénal des Ursins. Il se termine au traité de Troyes qui déshérite le dauphin de la couronne de France, au profit du roi d'Angleterre et de ses héritiers, le roi d'Angleterre Henri V. Et le livre est très bien, puisque par ailleurs Jean Juvénal des Ursins nous a rappelé les années précédentes, au début du règne personnel de Charles VI, que les préoccupations du temps étaient de mettre fin à la guerre de Cent Ans. L'une des préoccupations du temps était de mettre fin à la guerre de Cent Ans. Et que Charles VI a rencontré plusieurs fois le roi d'Angleterre, non pas Henri V d'Angleterre, non pas Henri IV d'Angleterre, mais il a rencontré plusieurs fois Richard II d'Angleterre, qui était l'un des derniers rois du XIVe siècle. Dans les années 1390, Charles VI était en passe de signer la paix avec l'Angleterre. Il y a eu plusieurs pourparlers, plusieurs rencontres diplomatiques entre le roi d'Angleterre Richard II et le roi Charles VI. Mais c'est l'assassinat du roi d'Angleterre Richard II, c'est le coup d'État qui va être mené contre le roi d'Angleterre Richard II en 1398, qui va tout remettre sur la table, puisque ce roi d'Angleterre qui était favorable à une paix avec la France, eh bien, il va perdre sa couronne et il va être remplacé par des rois d'Angleterre qui ne vont pas nourrir le même sentiment pacifique envers la France et qui vont relancer cette guerre de Cent Ans qui était, au début du règne de Charles VI, qui vivait sur une trêve. Puisque le roi Charles V a fait un formidable travail de reconquête des territoires perdus contre l'Angleterre d'Édouard III, et il a avalisé ses conquêtes par une trêve. Bien, la trêve est cassée au moment où Henri V d'Angleterre prend le trône et dans ses folles ambitions veut conquérir la France et veut se faire roi à la place du roi de France. C'est pas lui qui en a eu l'idée, puisque cette prétention à la couronne de France remonte à Édouard III, au roi d'Angleterre Édouard III, du fait de son affiliation avec Philippe IV le Bel. Et il y a une autre grande préoccupation du temps qui apparaît dans le livre, c'est la fin. Charles VI et sa cour et la France veulent mettre fin au schisme qui touche l'Église catholique, puisque on est en plein dans le grand schisme qui fait qu'on a un pape à Avignon et un autre à Rome, et que l'Europe chrétienne est divisée entre ceux qui reconnaissent le pape d'Avignon et ceux qui reconnaissent le pape de Rome. On suit à la fois donc
la guerre de Cent Ans, on suit euh, l'affaire du schisme, du grand schisme entre la papauté à Avignon et la papauté à Rome, et on suit aussi, conflit intérieur à la France, cette guerre civile sanguinaire entre Armagnac et Bourguignon. Cette guerre civile sanguinaire qui va connaître une période d'accalmie à l'issue d'un autre meurtre. Hein, on pourrait presque délimiter cette guerre civile entre Bourguignon et Armagnac par deux meurtres. Le meurtre de Louis d'Orléans en 1407 et le meurtre de Jean sans peur à Montereau, sur le pont de Montereau en 1419. Et on le sait, on a beaucoup accusé le roi Charles VII d'avoir fait assassiner, eh bien, son oncle, Jean sans peur, pour venger Louis d'Orléans. Pour venger Louis d'Orléans, pour le coup son véritable oncle. Je ne saurais pas déterminer quel est le lien de parenté, enfin cousin, grand cousin, le lien de parenté entre Charles VII et Jean sans peur. Et celui qui a porté le coup mortel à Jean sans peur, c'est le même personnage qui a sauvé la vie à Charles VII en 1418, quand il a extirpé le jeune dauphin des feux de la guerre civile qui brûlaient dans la capitale. Et en raison du meurtre de Jean sans peur, eh bien on a ce traité de Troyes qui est rendu possible. Car le traité de Troyes, s'il est rendu possible, il est rendu possible par le successeur de Jean sans peur, qui est Philippe. Philippe de Bourgogne, Philippe le Bon, qui, qui ne tolère pas que son père ait été assassiné et qui a une dent, qui a un remords effroyable contre le dauphin, qu'il soupçonne peut-être à juste titre d'avoir fomenté la mort de son père. Et puis il y a aussi le jeu trouble de la reine Isabeau de Bavière, qui, on ne sait pourquoi, prend le parti de Jean sans peur d'abord, et puis prend le parti de Philippe de Bourgogne contre son propre fils Charles VII. Et c'est Isabeau de Bavière qui va, avec Philippe de Bourgogne, ratifier le traité de Troyes qui exclut de la succession au trône notre Charles VII. Notre Charles VII, et c'est là que les chroniques de Jean Juvénal des Ursins se terminent. Jean Juvénal des Ursins, c'est un humaniste. C'est un humaniste à proprement dit, puisque il n'arrête pas. Déjà, il écrit en latin. Bon, ça fait pas de lui un humaniste d'écrire en latin, mais cette période humaniste, elle est là déjà au début du XVe siècle, durant la première moitié du XVe siècle. Ce désir de retourner à l'Antiquité, il est présent dès les années 1430. Les années 1430, c'est la période de rédaction de ces chroniques, de toute façon. En 1430, on redécouvre des vieux manuscrits dans des monastères. On redécouvre Ammien Marcellin, par exemple. Il y a des humanistes, il y a des chasseurs de vieux manuscrits qui se mettent en place dans toute l'Europe. Et c'est déjà la grande période du retour à l'Antiquité, les années 1430. Eh bien, Jean Juvénal des Ursins, il y manque pas, puisque il jalonne son récit de plein d'analogies et de plein de références antiques. Il en déborde. On a des évocations. Jean Juvénal des Ursins, il veut être, pour son époque, l'équivalent d'un Tacite, c'est l'équivalent d'un Tite-Live. Il veut que son récit marque son temps. Il veut que son histoire ait une grande place dans la postérité. Et il veut l'écrire dans un style qui est à la hauteur des grands auteurs latins. Et c'est pour ça que les références antiques sont omniprésentes dans l'œuvre de Jean Juvénal des Ursins. Donc cette œuvre de Jean Juvénal des Ursins, elle nous est pour la première fois traduite en français, moderne, dans les éditions Agora. Le livre fait à peu près 800 pages, donc entièrement en français. Hein. C'est pour dire que c'est fourni. Donc si vous voulez connaître en détail le règne de Charles VI et tous les aspects de son règne, eh bien je vous conseille d'aller à la source, de lire quelqu'un qui a vécu cette période
Et, tout ça pour la somme de 14-15 euros. Voilà, 14-15 euros, vous avez 800 pages et vous allez avoir une connaissance du règne de Charles VI et de cette période essentielle de la guerre de Cent Ans finalement.